Chers amis, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libremédia. On est moins de 24 heures après l'élection historique de Javier Milei en Argentine. Pour en parler, je reçois pour une deuxième fois Claudia Perrault, qui est journaliste à Buenos Aires. Bonjour, Madame Perrault. Bonjour. Donc, effectivement, une élection historique. Il y a beaucoup de clichés, on le sait, qui circulent sur Milei. Certains sont plus ou moins fondés, certains le sont un peu plus. Tout d'abord, Milei qui a obtenu 55,7% des voix, si c'est bien ça, vous me corrigerez peut-être. Est-ce que vous êtes surprise par le résultat de cette élection? Je suis surprise par l'ampleur de sa victoire, mais sa victoire était assez possible, était assez, c'était dans l'air la possibilité, mais on s'attendait à un score un peu plus étroit, c'est-à-dire une parité presque avec Sergio Massa, le ministre de l'économie. Mais disons qu'il y a eu deux moments, parce qu'après les primaires, on avait l'impression vraiment que Milei, qui a eu le score le plus important, allait vraiment s'imposer. Mais ensuite, il y a eu le premier tour des présidentielles. Et au premier tour, Sergio Massa, qui est le ministre de l'économie actuellement, et avec une économie vraiment, avec une inflation qui dépasse le 100% annuel, etc., et plein de problèmes, il a quand même réussi à 36% des voix, avoir 36% des voix. Et donc, il est entré au balotage avec Milei, qui, par contre, est resté un peu en arrière avec 30%. C'est-à-dire, il a eu presque la même quantité de voix au primaire et au premier tour. Donc là, ça a un peu l'enthousiasme ou l'opinion sinon, des analystes a un peu changé. Mais ce qui s'est passé, c'est que la troisième force, c'est-à-dire la droite, le centre-droite traditionnel, si vous voulez, au plus modéré, a décidé de soutenir Milei d'une manière très active. Et ils lui ont donné toute la structure qui lui manquait, parce que c'est un outsider, lui. Mm-hmm. Ils lui ont donné toute la structure dont il avait besoin pour bien contrôler le processus électoral dans le dernier coin de l'Argentine, parce que cette troisième force, c'est une coalition d'un parti traditionnel qui est le radicalisme, parti de centre modéré, etc., et un secteur plus libéral représenté par l'ancien président Mauricio Macri. Donc cette coalition, elle s'est un peu divisée, puis je crois qu'elle va disparaître maintenant, mais les référents le plus importants de ce groupe ont soutenu activement Milei. Donc, il y a un ralliement. Ils ont fait campagne. Ouais. Ils ont fait campagne ouvertement pour lui, et ça l'a renforcé. Et puis, évidemment, les gens sont beaucoup plus fâchés que ce que l'on croyait avec ce gouvernement-là. Ils en ont marre de... Et juste à la veille de l'élection, on a atteint un taux de 148% d'inflation. Hein. Ça, c'était quelques jours avant l'élection d'hier. Voilà. On va parler de son programme, mais justement, vous emmenez un élément intéressant quand vous dites que c'est un outsider qui n'avait pas nécessairement la structure politique et médiatique sur laquelle s'appuyer pour remporter l'élection. Est-ce que c'est pas un peu la victoire de la nouvelle politique sur l'ancienne politique, dans la mesure où Milei est un peu le candidat des réseaux sociaux face à un establishment bien établi, bien représenté dans les institutions, etc.? Oui, j'espère que ce soit la défaite de la vieille politique, parce que franchement, la classe politique argentine, elle a donné un très mauvais exemple ces dernières années, même l'officialisme et l'opposition, parce que cette opposition qui a soutenu Milei, en fait, elle a échoué, parce que les gens voient que c'était une opposition tiède, qui en fait, il y avait une classe politique qui arrangeait tout derrière, soit au Parlement, soit... Bon, en fait, il les voyait plutôt complices qu'opposants. Donc, alors que Milei, c'était le fait de ne pas avoir de structure, de ne pas avoir de passé politique, d'être en dehors du système, ça l'a aidé. Ça l'a aidé parce que les gens ont vu que c'était lui qui vraiment incarnait la critique au gouvernement, l'opposition, qu'il était vraiment prêt à tout changer. Parce que l'autre coalition, elle s'appelle justement Ensemble pour le changement. Mais dans la pratique, ce changement-là, et déjà, ils ont été au gouvernement parce qu'ils ont gouverné de 2015 à 2019.
Donc, les gens les avaient déjà vus en fonction. Et donc, ils ont préféré comme opposant un vrai opposant. D'un autre côté, les médias n'ont pas, comment dire, les médias traditionnels, ils ont donné assez d'importance à Milei. C'est vrai que c'est sur les réseaux pendant la pandémie qu'il a commencé tout ça, mais c'est surtout sa performance à la télé aussi qui l'a beaucoup aidé parce qu'il a commencé à aller dans des shows politiques, de débats Le politiques. Pignata, Il allait comme un, comment dire, comme un commentateur presque, comme un économiste qui, bon, et, et là, c'est là qu'il s'est fait connaître et qu'il a montré sa personnalité, cette personnalité débordante et très coloré, là, donc. et une manière de parler sans, comment dire, sans filtre. Sans filtre. Il fait pas attention à ce qu'il dit, alors qu'on voit de l'autre côté, il y avait Sergio Massa, qui est un politicien. Ils ont presque le même âge, non? Mais Sergio Massa, il a 30 ans de fonctionnariat. Il a fait un peu de tout. Il a été ministre, il a été chef de cabinet, il a géré les entreprises, comment dire, l'assistance publique, bon, tout ça. Donc, c'est un mec qui est performant en quelque sorte parce qu'il a réussi quand même à 44% des voix. Mais performant, ministre d'économie qui a un bilan quand même, on ne peut pas seulement l'attribuer à lui, là, mais 148% d'inflation. Non, 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 C'est lui le ministre d'économie. Là. Oui, oui, Donc, c'est vrai, mais un économiste prestigieux, Milei, un économiste médiatique, face à l'establishment bureaucratique oui. représenté Non, par ce qui s'est Massa. passé, c'est que Sergio Massa a assumé, a commencé, c'est-à-dire il est arrivé à la tête du ministère de l'économie il y a 1 an et quelques mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait dû, à ce moment-là, il aurait dû normaliser l'économie. C'est-à-dire, il fallait dévaluer, il fallait, comment dire, simplifier, etc. Pourquoi il l'a pas fait? Il l'a pas fait parce que le gouvernement de Cristina Kirchner et Alberto Fernandez est soutenu par un courant très idéologique, d'un keynésianisme, comment dire, poussé, très poussé. Donc, par exemple, l'inflation n'a rien à voir avec l'émission monétaire. Ils le disent carrément. Donc, ils continuaient à faire marcher la machine à billets pour soutenir un système de clientèle, un système démagogique, populiste, pour donner distribuer de l'argent. Alors, il y avait, par exemple, une aide aux mères de plus de 5 enfants, une aide c'est-à-dire, ils multipliaient les programmes sociaux en émettant de la monnaie parce que il y avait eu la sécheresse, etc. Alors, on n'avait pas d'argent, mais bon. Un phénomène qui était amplifié durant la pandémie. Massa, qui n'appartient pas à ce courant kirchneriste, parce qu'il est bien plus pragmatique, mais il s'est senti un peu coincé et il s'est dit, bon, il faut que je retienne le soutien de tous ces gens-là, et en même temps, je promets que après, je ferai une chose différente. Alors, je crois ce pari n'a pas marché, parce que l'inflation a continué de se déborder, parce que c'est le même système qui alimente l'inflation. C'est-à-dire, ils font exactement le contraire. Les mesures qu'ils prennent pour arrêter l'inflation, ils font qu'il y ait encore plus d'inflation. Donc, ça n'a pas marché. Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas dire que Massa, je dirais que Massa, au lieu de lui attribuer tout l'échec de ce gouvernement, c'est grâce à lui que le gouvernement va finir normalement et va pouvoir passer le pouvoir et tout ça à Milei dans un certain ordre, plus ou moins. Parlons un peu de Massa. Hier, Massa est le premier à prendre la parole, au moins 1 heure avant Milei. Il fait un discours assez sobre. Il reconnaît rapidement sa défaite dans un discours que je qualifierais de responsable, dans un pays comme l'Argentine, un pays latin où on sait certaines tensions peuvent être vite exacerbées. Comment vous avez trouvé justement le discours de Massa et celui de Milei qui, d'après moi, était quand même assez vague? Je sais qu'il y a eu un deuxième discours par la suite à l'extérieur, mais le premier discours de Milei de 17 minutes était très vague, non? Était plutôt général et presque plus sérieux que sa candidature, en fait. Hein? Et il apparait avec ses lunettes et il lisait un discours de manière très, très
Oui, il y a un théorème ici qu'on attribue à un député qui avait fait le théorème de Baglini, on l'appelle parce que c'est le député Baglini qui a dit que la modération d'un politicien est inversement proportionnelle, est directement proportionnelle à la distance où il se trouve par rapport au pouvoir. C'est-à-dire que plus on est loin, plus on est capable de dire n'importe quoi, on se radicalise, et plus on s'approche, bon, bah c'est une loi qui fonctionne, je crois, partout, un peu partout. Alors, le discours de Massa m'a semblé assez, je dirais qu'il a été assez modéré. C'était un bon discours. Et puis, surtout, il l'a fait tout de suite. C'est-à-dire, il n'a pas attendu, il n'a pas laissé que le temps passe, 2, 3 heures de tension. Il a tout de suite reconnu la défaite. Celui de Millet, je le trouve aussi modéré. Et ce matin, il a parlé à la radio pendant plus d'une demi-heure, et, et aussi, c'est-à-dire, ce qu'il a dit surtout, c'est pas qu'il a, il n'a pas fait marche arrière par rapport à ses idées de campagne, mais il a dit, par exemple, avant de dollariser, il faut normaliser l'économie. Et après, c'est le peuple, les Argentins, qui vont choisir la devise, la monnaie qu'ils veulent utiliser. Donc, et Donc, ça, il hésite déjà sur, ou il recule déjà en partie sur sa fameuse volonté d'adopter pour oui, l'Argentine le dollar américain, ce qui va oui, beaucoup à contre-courant. On pourrait y revenir de la tendance générale de l'Amérique latine qui est plutôt à se rapprocher de la Chine. Là, j'ai eu comme deux questions, là. Mais donc, est-ce qu'il recule déjà sur cette fameuse adoption du dollar américain? Enfin, il se il montre déjà recule, plus. oui, il recule euh, sur la manière de le faire, c'est-à-dire parce qu'il dit ce ne sera pas immédiat, ce qui est d'ailleurs raisonnable. Parce que, parce que ce qu'il a dit, et qui est vrai, il a dit si je ne normalise pas l'économie, on va vers une hyperinflation. On va vers on va perdre contrôle et ça va être un débordement. Donc, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Il faut d'abord racheter tous les bons de l'État qui circulent, qui font que l'État doit payer des intérêts. C'est-à-dire parce que la dette la plus lourde, c'est pas la dette avec le Fonds monétaire, comme veut faire croire le gouvernement pour pour attribuer la responsabilité à Mauricio Macri. C'est vrai que c'est une dette importante, mais le problème, c'est la dette intérieure. C'est tous ces mécanismes financiers qu'ils ont inventés pour essayer de contrer l'inflation et qui, en fait, finissent par l'alimenter. Donc, tout ça, il faut qu'ils mettent fin à tout ça, il faut régulariser tout ça, et pour ça, il faut de l'argent aussi. Mais en ce moment, il n'y a pas de réserve en Argentine, on est dans une situation assez compliquée, c'est-à-dire il faut attendre la prochaine récolte, comme on dit ici. Ici, tout le temps, on mise sur la prochaine récolte. Mais bon, c'est-à-dire que c'est raisonnable ce qu'il a dit. Il n'a pas dit non, je ne vais pas dollariser. Il a dit il faut que je normalise d'abord l'économie pour pouvoir, avant de fermer la banque centrale et changer de monnaie, il faut d'abord normaliser les choses. Bon, ça c'est vrai. Mais il a dit quelque chose qui m'a attiré mon attention, c'est quand il a dit c'est les Argentins qui vont choisir leur Donc, monnaie. est-ce Donc, que ça veut dire un il laisse, référendum, quelque chose comme ça? non, Ou... non, non, mais il laisse la porte ouverte à ne pas adopter le dollar, je pense. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire, si les choses se nomment, pourquoi les gens fuient? Pourquoi les gens fuient le peso? Pourquoi les gens achètent des dollars? Parce que le peso, il vaut rien. C'est-à-dire, on touche le salaire. Si on a la possibilité d'épargner, on épargne comment? En achetant des dollars. En achetant de l'or. Les classes moyennes argentines, elles épargnent en dollars, c'est-à-dire tout ce qui, s'ils arrivent à épargner, c'est-à-dire s'ils arrivent à mettre un peu d'argent de côté, c'est tout de suite, ils vont tout de suite acheter des dollars ou des euros, etc. Il n'y a pas d'autre Mhm. alternative pour les gens en général. Hein. Alors, quand il dit on verra, le peuple argentin va décider. Moi, j'interprète qu'il laisse la porte ouverte. Si les choses se normalisent, l'économie se normalise, on peut de nouveau confier sur le peso. S'il y a une stabilité économique, pourquoi pas? Et s'il y a des réserves dans la boxe. Bon. Donc, je pense qu'il a dit ça pour ça. Bon, on verra. Les seules choses sur lesquelles il a reculé clairement, ou bien il a dit non, je ne ferai pas ça, c'est privatiser l'éducation et privatiser la santé.
En plus, c'est des délires, parce que l'éducation publique en Argentine, ce n'est pas une invention du kirchnerisme. C'est une tradition, c'est quelque chose. C'est même les libéraux qui ont fait l'éducation publique. Quand il dit, par exemple, lui, il parle de personnages historiques, il dit Alberti, Sarmiento. Bon, c'est ces gens-là qui ont créé, si vous voulez, l'institution éducation publique. Donc, bon, c'est raisonnable. Il a dit non, la santé, l'éducation, non. Mais il a ratifié qu'il va réduire l'État, qu'il va y avoir 6 ministères. En ce moment, je ne sais pas, on a 15. Oui, il y a une fameuse vidéo qui circule où il dit Afuera ese ministerio. Et ou je sais pas si vous avez Fuera, vu cette fuera, vidéo. fuera, fuera. Oui, mais Afuera ça, les los gens ministerios. regardent ça, ils applaudissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu pendant ces 4 années, non, des structures créées à l'État qui ne servent à rien. Par exemple, le ministère de la Femme, on n'avait pas de ministère, on avait une direction. Il y avait quand même un secrétariat, je ne sais pas comment dire, une direction, si vous voulez. Bon, lui, Alberto Fernandez, il en a fait un ministère. Donc, je crois qu'il y a, je sais pas, 1000 fonctionnaires qui travaillent là-dedans. Et ça n'a servi à rien. C'est-à-dire, les gens regardent et se disent, à quoi ça sert? À mettre les copains, les copines, dans ce cas-là, les copines du gouvernement ont trouvé du boulot. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça s'est traduit? Surtout dans un pays où, parce que l'Argentine, c'est le pays le moins machiste de l'Amérique latine. Avec l'Uruguay, nous sommes le pays où, franchement, on a même devancé la France en certaines choses. Par exemple, on a eu un quota politique au Parlement en 91, c'était bien avant la France. C'est-à-dire Mais le Parlement argentin. est-ce que ça allait pénétrer les mœurs véritablement ou c'est plutôt de l'ordre de Ça a l'institution un peu beaucoup comme changé. politique Non, ou ça a beaucoup vous changé. avez ouais. Je ne sais pas si les mœurs, mais ça a donné comment dire, un rôle important à beaucoup de femmes, entre autres Christina Kirchner, Patricia Bullrich. Tous ces femmes-là, elles sont entrées au Congrès grâce à ce quota, à cette loi. C'est après la mise en vigueur de cette loi-là en 91. C'est-à-dire le Parlement argentin en 96, par exemple, il était bien plus féminisé que le Parlement français. Je me souviens parce que je suis allée en France et j'ai interviewé une députée. Elle me disait, mais c'est surprenant parce qu'il y avait beaucoup moins de femmes dans l'Assemblée nationale en France qu'en Argentine au Congrès. Donc tout ça, alors c'est ridicule. Le féminisme argentin, il est ridicule parce qu'il n'est pas nécessaire. Il n'y a rien de quoi, c'est-à-dire il n'y a pas de droit. Quelque chose de très controversé là, ici. Vous allez choquer, je pense, plusieurs quand même de vos consoeurs. Je suis désolée, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de droit à conquérir. C'est ça que je dis. Il y a pas, parce qu'il existe Il n'y a pas aucune des loi. féminicides, mais ici, vous êtes à Libre Média, de toute façon, vous êtes entièrement libre de dire ce que vous dites. C'est une de nos valeurs fondamentales, la liberté d'expression. Oui. Mais est-ce qu'il y a des féminicides en Argentine quand même, comme il y en a partout presque, enfin dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme au Mexique, c'est-à-dire des meurtres de femmes qui Oui, n'auraient pas été commis si ces oui. victimes n'étaient pas des femmes, finalement. 250, 260 par an. C'est-à-dire la même quantité depuis que le ministère a été créé et la même quantité maintenant. Donc, ça n'a servi à rien. Pourquoi? Parce que le problème, à mon avis, c'est à quoi ça servi le ministère? Justement à comptabiliser, à dire chaque mois, ils disent, ah, aujourd'hui, ce mois-ci, on a eu. Bon, d'accord, mais ça n'a rien changé. Elles n'ont réussi à rien changer. Pourquoi? Parce que le problème, je pense, à mon avis, à part le fait qu'il y a une violence, comment dire, familiale, parce que de l'autre côté, on a 60, 70 mecs tués par leurs femmes. Donc, c'est pas d'un Non, seul côté. Bon, bien sûr, la proportion est différente pour plusieurs motifs. Bon. Mais, comment dire, le problème ici, c'est la justice et la police. Pourquoi? Parce que dès qu'une femme va au commissariat de police pour dire qu'elle est battue, etc., les mesures qui sont prises, c'est-à-dire en théorie, il donne un ordre d'éloignement pour le mec, etc. Mais après, il ne surveille pas l'application réelle de ce. Il ne les protège pas dans la pratique. Alors, le problème est dans la justice et dans la police, pas c'est pas parce qu'ils font des. Que fait le ministère? Il donne des cours
des cours obligatoires à tous les fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement machistes, ni qui n'ont pas tué leur femme, ils leur expliquent qu'ils leur font, comment dire, des cours où ils racontent une histoire sur l'émancipation, la situation de la femme, qui Un d'ailleurs peu sont comme au Canada, les formations sur la diversité culturelle, etc. là. formations qui sont, à plus, je le dis en tant qu'historienne, bourrées de mensonges. C'est-à-dire C'est très idéologique, ce genre de la femme n'a formation. jamais eu de protagonisme dans l'histoire, la femme a toujours été effacée, etc. Jusqu'à hier, jusqu'avant-hier, quand on a créé le ministère de la Femme. C'est faux, c'est pas vrai. Et même, surtout en Argentine, on a eu une femme présidente en 73, nous. Oui, en 73. En 74, pardon. Mais est-ce que tous ces éléments-là ont joué dans la campagne Non, présidentielle non. ou cette impression que l'État, bon, est très idéologique dans ce genre Oui. comment dire, de Je suis programme? sûre que ça, oui, je suis sûre que ça jouait. Ça jouait dans le Ah ouais? sens que les gens, comment dire, les gens en ont eu marre d'un gouvernement qui s'est centré, qui a mis toute le peu d'énergie qu'il a mis, mais dans comment dire, dans toutes ces revendications de Les causes minorité, LGBT, les trans également. Est-ce que c'est voilà. vrai qu'il y avait une sorte, Mais, que les trans ont droit à une sorte de crédit d'impôt à la fin de l'année ou on a entendu, du une moins sur sorte les de réseaux quoi? sociaux, J'ai pas compris. que les Est-ce que c'est vrai? personnes qui se définissent comme trans en Argentine avaient certains privilèges économiques, sur le plan de l'impôt notamment. Est-ce que c'est vrai? Sur le plan, De l'impôt. sur le plan d'impôt, je ne sais pas, mais il y a un quota. Il y a un quota pour la fonction publique. Donc, par exemple, maintenant, tous les ministères sont obligés d'engager un 1% de personnes trans, etc. Bon, d'accord. Trans non binaire, ce qui est une catégorie franchement difficile à prouver. Parce qu'un trans, je peux comprendre, hein, un trans qui a fait sa transition, bon, d'accord, il y en a et ça existe. Donc, et les travestis, les trans et les non-binaires. Et le non-binaire, c'est n'importe qui dit, moi, je suis non-binaire. Voilà, c'est très facile. Hein. On peut même avoir une pièce d'identité. Alors, toutes ces choses-là ont joué dans le sens que les gens ont dit, on en a marre du langage inclusif, on a marre des nanas qui ne foutent rien dans le ministère, on a marre parce que, voilà. Alors, je pense que ça n'a pas été, si vous voulez, débattu. Mais Milei, il a clairement dit qu'il va fermer le ministère de la Femme, qu'il va supprimer l'éducation sexuelle à l'école, on va voir s'il le fait. Et il a dit tout ça, il a dit qu'il est même contre l'avortement. Et, Oui, tout puis ça, ça, on peut en ça parler, lui c'est apporte. intéressant aussi parce que, mais juste pour clarifier ce que je disais, là, on parle du gouvernement de Buenos Aires, là, c'est pas l'Argentine, mais on parlait en mars dernier le gouvernement de Buenos Aires qui va donner des bénéfices impositivos, donc Bon, relatifs à l'impôt, aux entreprises qui voilà. engagent des personnes trans. Donc, il y a ce genre de Oui, privilèges économiques, là, entre guillemets, voilà. accordés Et à une justement, prime à la diversité voilà, sexuelle, dans ce oui, cas-là. justement, voilà ce que je dis. Le gouvernement de la ville de Buenos Aires est, soi-disant, de l'opposition. Ce n'est pas du kirchnerisme. Ça appartient, c'est le courant de Mauricio Macri. Alors voilà, ce que les gens voyaient, c'est qu'ils avaient la même politique sur le plan social, sur le plan culturel, exactement la même chose. Et il y a une Alors ça, déconnexion profonde. C'est parce que, comme vous disiez, oui, la première fois que on vous a reçu ici à l'émission, vous disiez que les gens avaient des préoccupations beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire l'insécurité, oui, l'économie, forcément. Donc, il y a oui. l'impression que le gouvernement se préoccupe de problèmes qui ne sont pas ceux vécus au quotidien par la population. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'un exemple clair, ça vaut mieux que. En plein confinement, en pleine pandémie, les gens apprennent. Ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas travailler, les membres n'allaient pas à l'école. Et on apprend que le ministère de la Santé a fait un appel d'offres pour acheter, écoutez, des pénis en bois, voyez, pour les cours d'éducation sexuelle à l'école. Je ne sais pas quelle quantité. Ils les ont achetés en Chine. Bon, c'était un scandale. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'on en a?
Qu'est-ce qu'on en a à faire avec ça? Non, c'est ridicule. Alors que les gens étaient enfermés, vous voyez, enfermés. Alors voilà les priorités du ministère. Ensuite, ils ont fait sur les réseaux sociaux une campagne pour dire aux mômes de 16 ans qu'ils avaient le droit d'aller faire, comment on dit ça, de prendre des mesures pour ne pas avoir d'enfants. Vous voyez, les opérations, je ne sais pas comment on dit ça en français, ligadura de trompas bon, Ligature des trompes, ouais. voilà, pour les filles, à partir de 16 ans, si elles voulaient le faire, elles pouvaient le faire. C'est-à-dire pour dire aux adolescents qu'ils avaient le droit de faire ça sans la permission de leurs parents. Ils pouvaient aller le faire. Alors, ils ont fait une campagne. Moi je l'ai dénoncé sur Infobae et il y a des gens qui sont allés à la justice. Bon, la justice a dit non, il n'y a pas de délit parce que, bon, c'est légal, etc. Mais c'est un scandale. C'est scandaleux. Alors, tout ça, les gens voyaient ça. Et avec les réseaux, tout ça, Donc, la victoire de Milei, c'est pas seulement un programme économique, là, c'est aussi un jeu de perception, la conviction que le pouvoir à gauche est complètement déconnecté de la population. Est-ce que, change un peu là, de perspective, est-ce que Milei n'a pas mis la barre trop haute? Est-ce qu'il n'a pas créé trop d'espoir dans la mesure où il s'est tellement présenté comme le candidat du changement? Bon, le changement qui est bon, une formule qui est devenue assez cliché là, dans les campagnes électorales à l'échelle mondiale. Mais est-ce qu'il va pouvoir satisfaire cet électorat qui a un appétit énorme pour du changement dans des conditions assez précaires actuellement? Oui, c'est la grande, comment dire, le grand inquiétude, la grande question, parce que comme c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience d'administration, on sait que c'est pas facile. C'est une chose, c'est parler. Parler, c'est une chose. Faire, c'est une autre, bien différente. Et qu'une fois qu'on arrive et qu'on s'assoit sur il faut quand même faire bouger les choses. Et c'est pas évident. C'est pas évident quand on n'a pas l'expérience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui inquiète. C'est pour ça que moi, je suis un peu surprise du score qu'il a fait, parce que je croyais que les gens allaient un peu se méfier un peu plus, non? Mais il a même réussi à avoir le soutien des entrepreneurs. Pas tous, mais beaucoup d'entrepreneurs l'ont soutenu, c'est-à-dire même les gens de l'establishment ont perdu la peur et ont même un peu soutenu Milei. Donc, c'est surprenant. Je crois que c'est ça le défi. Mais en même temps, c'est surtout parce que les gens qui suivent Milei, la grande majorité, ils s'attendent presque à un changement un peu magique. Par exemple, au début, quand il a parlé de dollarisation, beaucoup de gens croyaient que dollariser, ça voulait dire que s'il gagnait 100 000 pesos, il allait gagner 100 000 dollars. Non, mais attention, c'est pas ça. On va voir les dollars qu'on peut acheter. C'est pas bon. Mais bon, tout ça, ça s'est un peu clarifié ensuite, par la suite. Mais c'est vrai que les gens attendent un peu de magie. Ouais. Et je crois personnellement qu'il doit profiter ces premiers temps avec quand il y a comment dire les gens sont encore amoureux de lui. Donc il faut profiter Ça, c'est la lune de miel, effectivement. la lune de miel, voilà. Il faut profiter de la lune de miel pour faire au moins ce qui est comment dire, plus facile peut-être à faire. Par exemple, bon, changer les ministères, ça va, mais en même temps, ça pose un problème parce que là, il va y avoir des gens qui vont aller au chômage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon. Et il y a le kirchnerisme qui va être dans l'opposition et qui a une certaine capacité d'organisation et que bon, on verra comment ils vont agir. Milei, pendant la campagne, il s'est réuni avec quelques chefs des syndicats péronistes. Et ça, c'est intéressant parce que les syndicats ici sont assez puissants et ont un pouvoir de mobilisation important. Bon. Et donc, il s'est réuni avec certains des leaders syndicaux pour parler aussi d'une réforme qui est nécessaire parce que c'est vrai que les lois argentines elles protègent beaucoup les personnes qui travaillent, mais elles les protègent tellement que finalement, c'est contre-productif parce qu'à la fin, ça pousse les gens à engager en noir, à ne pas, comment dire,
être dans la loi, je veux dire les patrons. Et donc, il faut quand même comment dire, moderniser. Je me souviens, par exemple, un juge qui a décidé que, par exemple, aller travailler en état d'ivresse, c'est pas une raison valable pour licencier quelqu'un. Alors, vous voyez, c'est la folie. Hein. C'est vraiment la folie. Pour les petites entreprises, les lois, en ce moment, les lois du travail en Argentine sont vraiment c'est un carcan, comment dire, c'est compliqué. Ça fait que les gens ne veulent pas engager du personnel parce que c'est vraiment après licencier quelqu'un, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce C'est que, coûteux, c'est parce que compliqué. vous imaginez, Millet hier quand même qui parle bon, de la fin de la décadence, qui répète aussi Mm. cette nouvelle Argentine, hein, Oui. donc la nouvelle Argentine, et il va loin, là, il parle même que l'Argentine redevienne une puissance économique mondiale, une puissance mondiale tout court. On croit un peu rêver quand même, là. Euh, est-ce que c'est nettement exagéré? Et est-ce que le libertarianisme, entre guillemets, est possible dans une société latino-américaine comme l'Argentine, qui est finalement quand même culturellement catholique, qui a été habituée pendant des dizaines et des dizaines d'années à s'appuyer sur l'État pour fonctionner. Donc, on sait que les sociétés latino-américaines sont des sociétés où l'État est plus fort que dans une société anglo-saxonne, habituée finalement au libéralisme classique, là, pensé par des anglo-saxons principalement. Enfin, on sait, là, John Locke, etc. Est-ce que c'est possible en Argentine, ce genre de programme-là, ou encore là, c'est mettre la barre beaucoup trop haute, là? C'est un changement culturel important, c'est un changement culturel très important. Mais je crois que d'un côté, c'est-à-dire, bon, lui, hier, il a dit que l'Argentine était la première puissance mondiale, le pays le plus riche du monde il y a 100 ans. C'est pas vrai, c'est faux. C'est vrai que, bon, mais c'est vrai qu'on a les ressources naturelles, on a de l'énergie, on a vraiment, on produit des choses que le monde demande en ce moment. Donc, si il réussit à normaliser l'économie et à libérer les forces productives, parce qu'en ce moment, tout est très compliqué. Par exemple, les producteurs qui produisent bon, la viande, le soya, etc., ils savent ils travaillent presque pour l'État, parce que l'État prend presque tout. Bon, s'il réussit à libérer tout ça, et je crois que l'Argentine, elle a des possibilités de développement importantes. C'est-à-dire, elle devrait pouvoir, c'est un pays qui devrait pouvoir, comment dire, produire et devenir un pays plus riche, etc. Le problème, c'est la transition vers un modèle un peu différent. Je crois que vraiment, il faut une modernisation. L'État argentin est énorme et n'est pas efficace. Donc, vraiment, il faut une réforme. J'espère qu'il va la faire. J'espère qu'il va vraiment faire une réforme des lois du travail est nécessaire. Une réforme des impôts est nécessaire. C'est nécessaire. Réduire l'État, c'est aussi nécessaire. Ça, c'est difficile à faire parce que, bon, il va devoir négocier à la Chambre des députés avec les sénateurs, etc. Et ensuite, il va devoir expliquer aux gens, au fur et à mesure qu'il fait des choses, parce que là, pendant la campagne, il y a même des gens, par exemple, moi, chaque fois que je prenais un taxi, je demandais, parce que les chauffeurs de taxi, ils ont presque tous, déjà, ils font des enquêtes tout le temps, des sondages, parce qu'ils parlent avec les gens, mais en plus, la plupart d'entre eux ont voté Milei. Mais il y en avait un jeune, hein, qui m'a dit, je vais voter Milei, mais je trouve qu'il n'explique pas très bien comment il va faire ce qu'il dit qu'il veut faire. Donc, les gens ne sont pas si innocents que ça. Ils se rendent compte que ce qu'il dit qu'il va faire, c'est vraiment un changement si grand qu'il faut quand même qu'il explique un peu plus. Alors là, ce matin, quand il a parlé à la radio, comment dire, il a soutenu son programme, mais en même temps, chaque chose, il a dit, bon, d'abord normaliser, ensuite je pourrais faire. D'abord normaliser, ensuite je pourrais. Voilà, par rapport à presque tout ce qu'il avait promis. Mais il a assuré qu'il va, par exemple, qu'il va privatiser la télé publique, la radio publique et l'agence de presse publique. Bon, s'il fait déjà ces trois choses-là, les gens vont applaudir parce qu'ils en ont marre, parce que c'est vraiment le,
tous les gouvernements font ça un peu avec la télé publique, etc. Mais ici, c'était une exagération, c'était vraiment un endoctrinement constant. Donc, la télévision publique qui prend qui soutient subtilement, en fait, le gouvernement, on peut dire. Pas subtilement, c'est ça le problème. Non, non, ce que je Je disais, le disais poliment, justement, là. hein? Parce qu'on a fait le même phénomène au Canada, vous savez, avec Oui, bien sûr. Radio-Canada, là, qui est, là, vous savez, le diffuseur public, et les conservateurs fédéraux proposent de réduire au moins la taille de Radio-Canada, là. Donc, Oui, vous dites que finalement, les gens étaient conscients en Argentine que la télévision publique était du côté du gouvernement qui tout à finançait fait. la même télévision publique, en Oui, gros. oui. C'est-à-dire que, comme je dis, tous les gouvernements le font, en quelque sorte, mais Oui. avec plus ou moins de subtilité, plus ou moins d'intelligence pour faire semblant que. Alors qu'ici, c'était vraiment, comment dire, incroyable. C'était un niveau comment dire, d'évergondage. C'était terrible. La radio, Sans retenue, là. la télé publique, et en plus, avec les gens ne regardaient plus la télé publique, parce qu'en plus, c'est ça, c'est-à-dire c'est des fonds publics qui vont pour faire de la propagande, et en plus, c'est pas une chaîne de télé que les gens regardent. Et bon, l'agence publique, l'agence TELAM, ça s'appelle, c'est pareil, c'est-à-dire, c'était tout le temps de la propagande. Donc, ces trois choses, s'ils privatisent la télé et l'agence et tout ça, les gens vont applaudir ça. S'ils ferment le ministère de la Femme aussi, hein, ils vont applaudir. Alors, ils devraient le faire, ces choses-là, par exemple, ils devraient Rapidement. le faire tout de suite. Parce que là, À même la si le tronçonneuse. Kirchner essaye de mobiliser, lui aussi, il pourra mobiliser. Parce que d'ailleurs, pendant toute la campagne, il a montré qu'il a un pouvoir de convoquer les gens très important. Parce que sans structure, chaque fois qu'il disait, par exemple, oh, Milei, aujourd'hui, va se promener dans la rue piétonne du centre de la ville, je sais pas quoi, et les gens allaient, des foules et des foules, et ça lui prenait 1 heure pour faire 100 mètres parce qu'il devait se prendre en photo, etc. Bon, toute cette mobilisation, il devrait en profiter pour pouvoir éventuellement contrer une mobilisation de l'autre côté, non? Est-ce que C'est-à-dire, vous craignez hein? pour l'image qu'il renvoie dans le monde? C'est-à-dire que vous le savez, avant même, il était seulement candidat, qu'on le présentait déjà comme le Trump argentin, des fois le Bolsonaro argentin, selon l'humeur des journalistes mainstream. Évidemment, c'est un personnage extrêmement coloré. On l'a vu avec une tronçonneuse plusieurs fois. On l'a vu jouer le footballista, bon, qui, avec sa tête et un ballon. Ces vidéos-là ont circulé massivement sur TikTok. Est-ce que vous pensez que l'image de Milei, c'est-à-dire, est-ce que son règne va survivre à son image qu'il a sciemment cultivée, là, et qui l'a fait gagner aussi en grande partie? J'espère qu'il Parce va que vous se savez, là, ce qu'on va raconter au Canada dès aujourd'hui, mettre. donc la gauche est très inquiète, c'est épouvantable. Milei, c'est un fasciste en puissance. Qu'est-ce qu'il va faire de Là, l'Argentine? Pauvres Argentins eux, mhm. peut-être effectivement étaient peut-être les plus progressistes d'Amérique latine, donc c'est catastrophique. Il va ramener l'Argentine 50 ans en arrière. Tous ces discours-là, déjà hier, étaient présents à gauche en Occident. Libération en France, ça va être pareil, etc. Là. Oui, ce qui m'a surpris pendant la campagne, c'est la quantité comment dire, c'est l'intervention qu'il y a eu des gouvernements étrangers. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais? Parce que la règle diplomatique dit qu'un président ou un chef d'État ne doit pas se mêler, n'est-ce pas, de la politique interne d'un autre pays et qu'il ne doit pas soutenir ouvertement, du moins c'était comme ça avant, soutenir ouvertement un candidat ou un autre, parce que que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, en tant que chef d'État, on va avoir des rapports avec cette personne-là. Donc, prendre parti à l'avance, c'est quelque chose Mais qui se ce fait que fait beaucoup. Milei aussi, par contre, hein, vous savez, Milei a dit qu'il Oui,
Oui, oui, non, non, un refus oui, de la diplomatie. Milei a dit non, moi, je vais avoir la difficulté à m'asseoir avec des chefs oui, d'État oui, 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 communistes, non, non, oui, ce qui est oui, mais une ça hérésie m'étonne. diplomatique, là. C'est ridicule parce que un chef d'État, c'est comme disait Disraeli, hein? Les gouvernements n'ont pas d'amis permanents, ils ont des intérêts permanents. Ils n'ont ni amis ni ennemis permanents, ils ont des intérêts permanents. Donc il faut défendre l'intérêt du pays, quoi, avec n'importe qui. Mais je dis pas, ça s'est passé la même chose quand Alberto Fernandez a commencé sa période. Il a participé d'une réunion de l'opposition chilienne au Chili. Et il a dit, oh oui, vous devez vous organiser pour renverser Piñera, Sébastien Piñera. Et 2 mois plus tard, il a dû aller au Chili pour parler avec Piñera, pour arranger, je ne sais plus quel. C'est la folie, vous vous rendez compte? Mais vous Avec le pensez à qui Chili, exactement? on a un agenda énorme avec le Chili. Donc, quoi, le président qui soit. Bon, on peut peut-être avoir de la sympathie pour un ou pour l'autre, mais il va falloir s'asseoir pour résoudre des problèmes. Alors, avec le Brésil, c'est la même chose, mais de deux côtés, parce que Milei a dit que Puis qui est Lula était. intervenu? Vous pensez à qui, là? Il y a des présidents latino-américains qui ont pris position contre Milei, c'est ça? Ah oui, non, oui. Par exemple, Comme Pedro Sánchez, aux États-Unis, Pedro Sánchez a envoyé une vidéo de soutien à quel Sergio côté de Massa. l'Espagne? À Sergio Massa. Pedro Sánchez, le président du gouvernement espagnol. OK, Euh, ouais. il y a eu plein Gustavo Petro, politiques. peut-être? Petro? Petro, bon là, Petro, je ne sais pas s'il l'a fait avant, mais là, Andrés Manuel. il a fait un message sur Twitter qui est franchement en disant, oh, pauvre Argentine, c'est-à-dire, bon. Et Milei, de son côté, mais je pense que ça, il va tout de suite entrer en raison, parce qu'il a dit qu'il n'allait pas parler avec des chefs d'État communistes comme Lula, c'est-à-dire le Brésilien, et la Chine. Mais ce sont les deux principaux partenaires commerciaux de l'Argentine. Donc c'est ridicule de dire ça. Ben Et oui. au débat présidentiel, quand Sergio Massa lui a dit, est-ce que c'est vrai que tu ne vas pas parler avec parce qu'ils se tutoyaient dans le débat, avec Lula, dis-moi, oui ou non, est-ce que tu vas. Et alors Milei a dit, non, mais le commerce international, c'est une affaire de privé. Oh, non, non, c'est pas vrai ça. C'est faux. L'État intervient, c'est les États qui interviennent pour fixer comment dire, les taux de, je sais pas moi, Oui, bien sûr, non, mais la liberté ou la non-liberté ouais, de je vais vous le commerce. dire, ça m'a inquiété. Quand Milei a dit ça, là, j'ai compris que Mais c'était un personnage. je veux croire que c'était une stratégie de campagne. Parce que là, je ne pense pas qu'il va. C'est la même chose qu'avec le Ben déjà, Vatican. vous l'avez mentionné au début de l'entrevue, il a changé de ton déjà. On a senti hier, lors de son discours de victoire de 17 minutes, qu'il avait été investi d'une mission. Il en a appelé à une certaine réconciliation, si je me rappelle bien. Donc, il a tendu la main à ses opposants, enfin, aux gens qui n'avaient pas voté. C'est ce que font presque tous les présidents qui, le soir de leur victoire. Mais quand même, de la part de Milei, c'était peut-être Oui. plus moins acquis d'avance. Ce qui m'emmène à vous poser ma dernière question. Est-ce que l'Argentine de Milei ne va pas aller trop à contre-courant de la tendance générale en Amérique latine, c'est-à-dire ce rapprochement avec la Chine, cet éloignement vis-à-vis des États-Unis? Donc, la gauche qui a regagné beaucoup de terrain en Amérique latine avec l'élection de Gustavo Petro en Colombie. On avait jusqu'à récemment Pedro Castillo au Pérou qui a été tassé. On a encore Lula au Brésil, qui est la première puissance économique d'Amérique latine. Donc, on a, puis évidemment, AMLO toujours au Mexique, et qui va sans doute donner sa place. C'est-à-dire, c'est probablement Claudia Sheinbaum, vous savez, qui va succéder à AMLO à gauche au Mexique, à Mexico. Donc, est-ce que c'est ce. J'imagine que Milei, son programme plaît aux États-Unis, qui ont senti qu'il avait perdu beaucoup d'influence, mais est-ce que c'est possible de renouer avec une Amérique latine plus américanophile, si je peux dire, face à ce mouvement de fond, là, je ne veux pas dire de sinisation de l'Amérique latine, mais cette tendance où la Chine accroît nettement son influence en Amérique latine?
Le problème pour moi avec l'Argentine, c'est que l'Argentine et les États-Unis ne sont pas complémentaires du point de vue économique. Donc, toute l'influence américaine, elle est surtout sur le plan, comment dire, politique, diplomatique, etc. Les États-Unis, ils veulent pas que la Chine entre en Amérique latine, mais ils ne font rien, vraiment. C'est-à-dire parce que la Chine, elle est inévitable pour nous, pour l'Afrique, pour tout le monde, pour l'Europe. C'est-à-dire, on ne peut pas dire non à la Chine, parce que c'est ridicule. C'est-à-dire, il faudrait s'isoler complètement du monde, parce que la Chine, c'est une réalité. Donc, c'est impossible. Et puis, ces relations avec la Chine viennent depuis longtemps. C'est pas nouveau. Ça a déjà 2 ou 3 décennies. Et Donc, justement, qui, c'est notre acheteur de soya, c'est-à-dire c'est absurde. Donc, si les États-Unis veulent vraiment empêcher la Chine d'avoir une influence en Amérique latine, euh, il va falloir faire quelque chose. Et je ne crois parce pas que vous qu'ils soient en savez, position de faire. l'Argentine, en août dernier, on a appris que l'Argentine allait rejoindre les BRICS. Donc, il y a la tendance Argentine-BRICS, c'est la tendance maintenant Argentine pro-dollar. Donc, c'est Bon, très ça va ambivalent, là. être, là, ça va être une épreuve, voir ce qu'il fait avec le BRICS, parce que là, on devrait entrer au BRICS en janvier. Alors ici, l'opposition, parce que l'opposition, elle critiquait tout ce que faisait le gouvernement. Alors que moi, je trouve qu'entrer au BRICS, c'est bien pour l'Argentine, ce serait bien pour l'Argentine, parce que c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, hein, la Chine et l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir... C'est-à-dire, Ben, parce que Milei ce va dire que sont ce des... sont des régimes autoritaires qui ne Oui, représentent oui, absolument pas la tendance mais qu'ils là, représentent, là. mais là, on parle de commerce, on ne parle pas d'idéologie. C'est-à-dire, bon, alors, l'opposition ici, elle en a fait tout un scandale. C'est scandaleux. On est en train de vendre le pays à la Chine, on est en train de vendre le pays au communisme. C'est ridicule, c'est vraiment ridicule, parce que ça nous permettrait, en fait, une des raisons pour lesquelles Sergio Massa a promu cette entrée au BRICS, c'était la possibilité aussi de trouver du financement, d'avoir des prêts, parce qu'en ce moment, l'Argentine, elle n'a pas de possibilité d'avoir de crédit. Donc, c'était ça. Alors, je vais voir une fois que Milei Mhm. aura pris les commandes et qu'il verra la réalité en face, on va voir ce qu'il fait. Parce que le commerce, c'est le commerce, quoi. C'est pas... Alors, les États-Unis, bon, d'accord, ils critiquent le, tout ce qu'on fait avec la Chine, mais qu'est-ce qu'ils donnent en échange? Ils font quoi en échange? Ils ne sont pas en mesure d'éviter ça. Et en Argentine et ailleurs. C'est-à-dire, c'est très difficile pour eux en ce moment de contrer. Alors, on a un allié quand même, c'est le Uruguay. Parce qu'en Uruguay, le président Lacalle Pou, c'est plutôt d'une ligne assez libérale. Alors, c'est le premier qui est sorti. Il faut féliciter Milei. Il est content parce que finalement, il a un ami. Non, mais en fait, c'est bon. Qui sont ses alliés, finalement, à Milei, potentiellement le président du Salvador, peut-être? Peut-être, oui. Et non, mais en fait, une possibilité, c'est que le Mercosur, c'est-à-dire le marché commun du Sud, qu'on a avec le Brésil, Brésil, Uruguay et, le, et le Chili, c'est possible que ce soit qui flexibilise un peu pour que parce que ce qu'a voulu l'Uruguay, ce que l'Uruguay demandait depuis qu'est arrivé la CAGEPO, il voulait pouvoir négocier séparément et ne pas dépendre tout le temps de ce que fait le Mercosur. Hein? Ouais. Alors, on verra. Très bien. Bon, ben, écoutez, Claudia Perrault, merci beaucoup pour cet éclairage. De rien. Merci de votre intérêt. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.